Il y a des maisons devant lesquelles les gens s'efforcent de ne pas passer trop souvent. Non pas parce qu'il s'y passe quelque chose de manifestement étrange ou effrayant, mais parce qu'il semble qu'il ne s'y passe absolument rien. Une cour envahie par les herbes, des rideaux clos, une voiture qui apparaît parfois, puis disparaît selon un rythme imprévisible. Les occupants, s'il y en a, ne sortent jamais. Ils ne saluent pas les passants, ne tondent pas la pelouse. Une telle maison se contente d'exister, comme un décor derrière lequel se cache un vide absolu. C'est précisément ainsi que Jenny, une voisine, percevait la maison du 23 St. Paul Street à Blackstone, dans le Massachusetts. Elle s'était habituée depuis longtemps à ce silence pesant. Mais, en ce jour d'août, le silence prit fin. D'abord, elle entendit des pleurs, un son ténu, déchirant. Cela venait de là, de cette maison précise. Jenny crut d'abord avoir mal entendu. En toutes ces années, elle n'y avait jamais vu personne d'autre qu'une femme adulte, et encore, à peine 2 fois par saison. Mais les pleurs ne s'arrêtaient pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vers le soir, Jenny n'y tint plus. Elle s'approcha juste pour comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'elle sentit l'odeur, douceâtre, lourde. Une odeur qui vous serre instantanément la gorge. Elle ne frappa pas à la porte. À la place, elle rentra chez elle et composa le 911. Le répartiteur prit l'appel comme une vérification de routine. Rien d'inhabituel, des dizaines d'appels de ce genre arrivent chaque jour. Une patrouille fut envoyée à l'adresse. Les officiers qui s'y rendaient ne savaient pas que dans quelques minutes, leur vie basculerait dans un « avant » et un « après », et que cette adresse deviendrait l'une des plus terrifiantes de l'histoire de l'État. Le 23 rue Saint-Paul. Une adresse banale dans une banlieue ordinaire. Blackstone est une petite ville typique de Nouvelle-Angleterre. Population, environ 9000 habitants. Des rues calmes, des maisons soignées, des pelouses tondues, un endroit où tout le monde se connaît, ou du moins le croit. La maison numéro 23 ne se distinguait en rien des autres. Une structure d'un étage avec un petit terrain, construite au milieu du siècle dernier. Rien de remarquable, il y en a des centaines dans les environs. Mais il y avait quelque chose qui différenciait cette maison de ses voisines. C'était comme si elle existait dans une réalité parallèle. Tandis que les voisins peignaient leurs clôtures, organisèrent des barbecues dans leur jardin et se saluaient le matin, cette maison restait une tache sombre sur la carte du quartier. Personne ne tondait la pelouse. Les buissons avaient tellement poussé qu'ils couvraient presque les fenêtres du rez-de-chaussée. Et les fenêtres elles-mêmes. Les voisins ne se rappelaient pas la dernière fois qu'ils les avaient vues ouvertes. Les rideaux étaient toujours tirés, jour et nuit, été comme hiver, comme si celui qui vivait à l'intérieur ne voulait pas que l'on voie quoi que ce soit de l'extérieur. Officiellement, la maison appartenait à Raymond Rivera. Il travaillait dans l'informatique. Aucun voisin ne pouvait être plus précis. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir. Parfois, il s'absentait plusieurs jours. Des voyages d'affaires. Avait-il glissé un jour à un voisin? Raymond donnait l'impression d'un homme ordinaire, pas très communicatif, mais pas étrange non plus, juste occupé. Le genre d'homme qui vit sa vie sans se mêler de celle des autres. Dans les banlieues, on apprécie ce genre de profil. Pas de fêtes bruyantes, pas de scandales, pas de problèmes. Le voisin idéal, à l'exception de l'état de sa cour. Avec Raymond vivait une femme, Erika Muret. Et à son sujet, les voisins ne pouvaient mais pratiquement rien dire. Erika ne travaillait pas. En tout cas, personne ne la voyait partir le matin. Elle sortait très rarement de la maison. Une fois par semaine, peut-être moins, on l'apercevait près de la voiture. Parfois, elle allait faire des courses. Parfois, elle restait simplement assise sur le perron à fumer, le regard fixe. La voisine d'en face, Jenny, avait tenté un jour de lui parler. Elle l'avait simplement saluée, lui demandant comment elle allait. Erika avait répondu par monosyllabe avant de rentrer. Jenny n'avait plus jamais réessayé. Ce n'était pas de l'impolitesse, c'était plutôt une absence. Comme si Erika était physiquement là, mais mentalement très loin. Les voisins mettaient cela sur le compte de l'introversion, ou de la dépression, ou simplement du fait que certaines personnes sont ainsi solitaires, peu sociables. Après tout, c'est l'Amérique. Chacun a le droit de vivre comme il l'entend. Mais il y avait autre chose. Durant toutes les années où Raymond et Erika vécurent dans cette maison, aucun voisin n'y mit jamais les pieds. Pas même pour un café ou un coup d'œil rapide. La porte était toujours fermée. Pas de fête, pas d'invités, pas de famille pour Thanksgiving. Et, ce qui semblait particulièrement étrange, personne ne voyait jamais de poubelle sortir de la maison. Pensez-y. Une famille ordinaire produit plusieurs sacs de déchets par semaine. Emballages, restes de nourriture, plastique, papier.
Il faut bien mettre tout cela quelque part. Le camion poubelle passait tous les mardis. Les conteneurs s'alignaient le long de la rue. Mais celui du numéro 23 restait vide. Pas toujours, bien sûr. Parfois, il y avait quelque chose. Mais la quantité de déchets était suspectement faible pour une maison où vivaient 2 adultes. Les voisins le remarquaient, mais n'y prêtaient pas attention. Peut-être triaient-ils les déchets, peut-être les emmenaient-ils eux-mêmes à la décharge, peut-être consommaient-ils simplement peu. Il pouvait y avoir 1000 raisons. Les gens ont tendance à trouver des explications rationnelles aux choses étranges. C'est un mécanisme de défense. Le cerveau ne veut pas croire que juste derrière le mur, à quelques mètres de votre chambre, quelque chose de vraiment horrible puisse se passer. Il est plus simple de tout mettre sur le compte de l'excentricité. Il y avait un autre détail dont les voisins se souvinrent plus tard, lors des témoignages. L'odeur. Pas constante, pas au point de vous frapper le nez immédiatement. Mais parfois, lors des chaudes journées d'été, quand le vent soufflait dans une certaine direction, il émanait du numéro 23 quelque chose de désagréable. Une odeur douceâtre de putréfaction. Les voisins pensaient à des problèmes de canalisation, ou qu'un chat avait ramené un rat mort, ou que des ordures traînaient quelque part dans la cour. Personne ne pensa à s'en inquiéter sérieusement. Puis vint cette soirée d'août 2014, les pleurs qui ne s'arrêtaient même pas depuis des heures. Jenny qui appela la police. La patrouille qui tourna dans la rue Saint-Paul. Les officiers se garèrent devant la maison. Ils sortirent. Procédure standard, vérification de bien-être. Ils l'avaient fait des centaines de fois. Frapper à la porte, s'assurer que tout va bien, remplir un rapport. Mais quand ils s'approchèrent du perron, l'odeur les frappa avec une telle force que l'un des officiers recula d'un mouvement instinctif. Ce n'était pas une odeur d'égout, ni de poubelle. C'était l'odeur que n'importe quel policier reconnaît instantanément et qu'il n'oubliera jamais. L'officier saisit sa radio. La porte ne s'ouvrit pas immédiatement. Les officiers frappèrent avec insistance pendant plusieurs minutes avant d'entendre des pas à l'intérieur. Des pas lents, lourds, traînants. Puis le verrou cliqua. Une femme se tenait sur le seuil, maigre, pâle, avec des cernes profonds sous les yeux. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval négligée. Ses vêtements étaient froissés, comme si elle avait dormi dedans plusieurs jours de suite. C'était Erika Muret. Elle regardait les officiers sans surprise, sans peur, sans aucune émotion. Elle regardait, simplement, et attendait. L'officier expliqua la raison de leur visite. Un appel avait été reçu. Des voisins avaient entendu des pleurs, vérification standard. Pouvaient-ils entrer pour s'assurer que tout allait bien? Erika hocha la tête et s'effaça. Ce qui apparut derrière la porte cloua l'officier sur place. Il travaillait dans la police depuis plus de 10 ans. Il avait tout vu, des bagarres d'ivrognes, les ravages de l'addiction, des violences domestiques. Mais rien ne l'avait préparé à cela, ni à l'académie, ni dans les rues de Blackstone. L'entrée n'existait pas en tant que telle. À sa place se trouvait un passage étroit entre 2 murs de déchets. Littéralement, des murs. Des sacs poubelles, des cartons, des sacs plastiques, des chiffons. Tout cela était empilé du sol jusqu'au plafond. Par endroits, les amas atteignaient 1,50 m. On ne pouvait passer qu'en se faufilant de côté entre ces barricades. Et l'odeur. Cette même odeur que l'officier avait sentie sur le perron était ici 10 fois plus forte. Ammoniac, putréfaction, excréments. Tout cela se mélangeait en une vague insupportable qui faisait pleurer les yeux et soulevait le cœur. L'officier couvrit son nez avec sa manche et avança. Le salon n'était pas mieux. Le canapé était enfoui sous des vêtements et des loques. Au sol, une couche de crasse épaisse de plusieurs centimètres. Des produits d'hygiène usagés jonchaient le sol par centaines, peut-être par milliers. Personne ne les jetait. Ils étaient simplement abandonnés là, s'accumulant depuis des mois, peut-être des années. Des insectes couraient sur les murs, pas quelques spécimens isolés, des colonies entières. Ils étaient partout, sur les meubles, sur les déchets, sur les restes de nourriture éparpillés. Dans les coins, on apercevait des trous de souris. L'officier avait vu des squats. Il avait vu des maisons de gens qui n'avaient pas fait le ménage depuis des années. Mais c'était autre chose. Ce n'était pas seulement du désordre ou de la négligence. C'était une maison transformée en décharge. Un endroit où des êtres humains ne peuvent pas, ne doivent pas vivre. Et pourtant, quelqu'un vivait là. Erika marchait devant, zigzagant entre les décombres avec une agilité habituelle. Pour elle, tout cela était normal. Elle ne s'excusait pas, ne cherchait pas à expliquer. Elle guidait simplement l'officier à travers ce labyrinthe, comme s'il s'agissait d'un appartement ordinaire. Les pleurs venaient d'en haut, de l'endroit où devait se trouver le 2e étage.
L'escalier était partiellement obstrué, mais on pouvait monter. L'officier commença l'ascension, s'efforçant de ne pas toucher les murs. Sous ses pieds, quelque chose craquait sur les marches. Il préféra ne pas regarder quoi. À l'étage, il y avait 2 pièces. La porte de la première était entr'ouverte. L'officier jeta un coup d'œil à l'intérieur et oublia un instant de respirer. Sur un matelas jeté à même le sol au milieu des ordures, 2 enfants étaient assis. L'une d'elles commençait à peine à marcher. La seconde était minuscule, née il y a quelques mois à peine. Toutes 2 étaient si couvertes de saleté, pas simplement tachées, couvertes. Une couche de traces biologiques séchées sur la peau, des cheveux emmêlés où grouillaient des parasites. Leurs vêtements, si l'on pouvait appeler cela des vêtements, étaient devenus des loques imprégnées d'immondices. L'aîné regardait l'officier avec des yeux immenses, sans peur, sans curiosité, avec une sorte de méfiance animale, comme une créature n'ayant jamais vu d'autres humains, qui ne sait pas ce qu'est la rue, la lumière du soleil, une ère de jeu. La plus petite était allongée sur le matelas et pleurait. De ce même cri ténu et déchirant que la voisine avait entendu. Un cri qui n'avait pas cessé pendant des heures, parce qu'il n'y avait personne pour y répondre. L'officier se tourna vers Erika. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, observant la scène avec la même expression vide, comme si elle ne comprenait pas où était le problème. Il lui demanda si ses enfants étaient sous sa garde. Erika hocha la tête. Il demanda s'il y avait d'autres personnes dans la maison. Erika marqua un temps d'arrêt, puis hocha de nouveau la tête. Il y en avait 2 autres, plus âgés. L'officier avança. Il trouva 2 autres enfants, dans le même chaos d'ordures et de crasse. Même cheveux emmêlés, même saleté, même regard perdu. 4. 4 petits êtres humains vivaient dans cette maison tout ce temps. Et à en juger par leur état, personne ne s'était occupé d'eux depuis des mois, peut-être des années. L'officier sortit sur le perron et appela des renforts, une ambulance, les services de protection de l'enfance, tous ceux qu'il pouvait. Pendant qu'il attendait, Erika sortit à sa suite. Elle alluma une cigarette. Elle se mit à regarder la rue avec la même indifférence que celle qu'elle portait à ceux qu'elle aurait dû protéger. Elle ne tenta pas de fuir, ne chercha pas d'explication. Elle restait là, à fumer, comme si ce qui se passait ne la concernait pas. Les premières voitures commencèrent à arriver au 23 St. Paul Street. Mais la découverte principale était encore à venir, car les 4 rescapés n'étaient pas les seuls occupants de cette maison. Les voitures affluaient vers la maison de la rue Saint-Paul. Patrouilles, ambulances, services de protection. La rue calme de Blackstone s'était transformée en scène d'urgence. Les voisins sortaient sur leur perron, essayant de comprendre ce qui se passait derrière cette clôture envahie par la végétation devant laquelle ils passaient depuis des années. Les premiers secouristes entrèrent dans la maison et ressortirent 1 minute plus tard. L'un d'eux fut pris de malaise juste devant le perron. Un autre s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle. Ils travaillaient dans les urgences depuis longtemps. Ils avaient vu des accidents, des incendies, des overdoses, mais rien ne les avait préparés à cela. Il fallut appeler des équipements supplémentaires, des respirateurs, des combinaisons de protection. Le niveau de danger biologique à l'intérieur était tel qu'il était dangereux d'entrer sans protection. Tandis que les secouristes se préparaient pour une seconde entrée, l'officier continuait d'interroger Erika. Elle répondait par phrases courtes, sans émotion, sans tenter de se justifier, comme si elle répondait à des questions sur la météo. Combien de personnes vivent dans la maison? 6, incluant elle et Raymond. Les 4 qui étaient sous sa garde, 2 petits et 2 plus grands. Où est Raymond? Au travail? Quand rentre-t-il? Elle ne sait pas. L'officier demanda des précisions sur les plus grands. Erika hocha la tête. Oui, il y en a 2 autres. Plus vieux, ils sont aussi quelque part dans la maison. Quelque part dans la maison. Elle dit cela comme s'il s'agissait de clés égarées et non d'êtres humains vivants. L'équipe de recherche entra. Trouver quelqu'un dans ce chaos n'était pas simple. Les pièces étaient devenues des labyrinthes de déchets. Certaines portes étaient bloquées par les amas et ne s'ouvraient pas complètement. Il fallait se faufiler dans les fentes, grimper sur des barricades de sacs et de cartons. On trouva les aînés à la cave. Ils étaient assis là, dans l'obscurité, au milieu de la même crasse et des mêmes ordures, tous 2 émaciés, tous 2 couverts de cette même croûte de saleté que les petits. Mais dans leurs yeux, il y avait autre chose. Pas du vide, de la peur. Ils étaient assez grands pour comprendre que quelque chose de grave se passait, et assez terrifiés pour ne pas savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Lorsqu'on les fit sortir de la maison, l'aîné se couvrit les yeux de la main. Il ne supportait pas la lumière du soleil. On découvrit plus tard qu'il n'était pas sorti depuis plusieurs années. Ses yeux avaient simplement perdu l'habitude de la lumière du jour. Les 4 furent installés dans les ambulances.
Les secouristes travaillaient avec précaution, s'efforçant de ne pas les effrayer davantage. Pour ces petits êtres, tout ce qui arrivait était leur premier contact avec le monde extérieur depuis très longtemps. Peut-être depuis toujours. L'état de chacun était critique. Émaciation, déshydratation, infection cutanée, parasites, retard de développement. Les plus petits ne savaient même pas parler, bien qu'ils auraient dû depuis longtemps. Les plus grands ne savaient ni lire ni écrire. Aucun d'eux n'avait jamais été à l'école. Aucun n'avait vu de médecin. Officiellement, les plus jeunes n'existaient pas. Pas d'acte de naissance, pas de dossiers médicaux, aucune trace dans aucun registre. 4 fantômes vivant dans une maison au milieu d'une banlieue américaine ordinaire. Le service de protection DCF prit l'affaire en main. Les 4 furent placés en accueil d'urgence, d'abord à l'hôpital, puis en famille d'accueil. Des mois de réhabilitation les attendaient, et des années de thérapie, s'ils pouvaient un jour se remettre de ce qu'ils avaient subi. Erika fut arrêtée sur place. Pour l'instant seulement pour interrogatoire. Il n'y avait pas encore d'accusation formelle. Elle ne résista pas, ne demanda pas d'avocat. Elle s'assit simplement dans la voiture de patrouille avec cette même expression absente. Raymond Rivera rentra chez lui le soir même. Il vit le cordon de police, le ruban jaune autour de sa maison, la foule de curieux dans la rue. Il fut également emmené pour interrogatoire. Lors de sa première déposition, il parut choqué. Il affirma qu'il ignorait l'ampleur du problème. Oui, la maison était sale. Oui, il comprenait qu'Erika ne s'en sortait pas, mais il travaillait 12 heures par jour. Il subvenait aux besoins de la famille. Il ne pouvait pas tout contrôler. Les enquêteurs écoutaient ses explications et prenaient des notes. L'histoire ne tenait pas. Un homme vit dans une maison encombrée d'ordures jusqu'au plafond, où 4 enfants croupissent dans leurs propres excréments, et il ne remarque rien. Soit il mentait, soit son niveau de déni égalait celui d'Erika. La maison de la rue Saint-Paul fut mise sous scellé. Ruban jaune, verrou sur les portes, garde sur le périmètre. Ce qui avait commencé comme une vérification suite à l'appel d'une voisine s'était transformé en une enquête criminelle de grande envergure. Les accusations étaient évidentes, maltraitance et négligence. Mais les enquêteurs comprenaient que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. La maison devait être fouillée de fond en comble. Chaque pièce, chaque placard, chaque pile d'ordures. Cela demandait du temps et des ressources. Les experts allaient devoir travailler en combinaison de protection biologique, démontant couche par couche ce qui s'était accumulé pendant des années. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient se trouver sous ces décombres. Ils croyaient encore que le pire était passé, les 4 étaient sauvés, les coupables arrêtés, l'affaire en voie de résolution. Mais le véritable cauchemar les attendait, car cette maison ne recelait pas seulement des montagnes de déchets. Au matin du 29 août 2014, après que les enquêteurs eurent travaillé toute la nuit, le tableau général commençait à s'éclaircir, du moins dans ses grandes lignes. Interrogatoire, rapport, examen préliminaire de la scène, tout cela donnait les premiers résultats. À présent, l'enquête devait comprendre l'essentiel. Qui était exactement responsable de ce qui s'était passé pendant tant d'années entre ces murs? À première vue, la réponse semblait évidente. Erika Murray. Elle était en permanence dans la maison, sans pratiquement jamais en sortir. Elle ne travaillait pas. Elle était la seule adulte à passer tout son temps avec les 4 rescapés. Logiquement, c'était elle qui portait la responsabilité personnelle directe. Mais il y avait aussi Raymond Rivera, le propriétaire officiel de la maison, le père, du moins biologique, des 4 enfants. L'homme qui, légalement et moralement, aurait dû subvenir aux besoins de sa famille et surveiller de près ce qui se passait sous son propre toit. Il fut interrogé dans une pièce séparée, et ce qu'il raconta lors de l'interrogatoire laissa les enquêteurs chevronnés dans une perplexité totale. Raymond affirmait avec le plus grand sérieux que ces dernières années, il vivait exclusivement au sous-sol, littéralement, dans la cave de sa propre maison. Son lit s'y trouvait, ses affaires personnelles y étaient rangées, et c'est là qu'il passait le peu de temps qu'il lui restait entre son travail harassant et le sommeil. Selon ses propres dires, il ne montait pratiquement jamais à l'étage, dans les pièces à vivre. Il n'entrait pas dans les chambres où vivaient ceux qu'il aurait dû protéger. Il prétendait n'avoir absolument pas vu dans quel état catastrophique se trouvait la maison. Erika lui répétait sans cesse que tout était sous contrôle et qu'elle gérait la situation. Et il la croyait, ou du moins, il faisait mine de la croire, ce qui l'arrangeait bien. Mais le plus frappant dans sa déposition vint ensuite. Raymond déclara officiellement sous procès-verbal qu'il ne soupçonnait même pas l'existence des 2 plus jeunes, celle qui commençait à peine à marcher et celle qui était née quelques mois auparavant.
Il affirma avec insistance qu'il n'avait aucune idée qu'Erika avait été enceinte, par 2 fois, et qu'elle avait mis au monde 2 nouvelles vies dans cette maison immonde, sans médecin, sans hôpital et sans aucune aide extérieure. Les enquêteurs échangèrent des regards incrédules. L'histoire sonnait de manière plus qu'absurde. Comment peut-on vivre sous le même toit qu'une femme et ne pas remarquer 2 grossesses? Comment pouvait-il ne pas avoir entendu les pleurs des nouveau-nés derrière une cloison mince? Comment pouvait-on passer pendant des années devant les portes des chambres sans savoir qui s'y trouvait, ni combien de personnes y vivaient? Raymond, néanmoins, campait sur ses positions. Il travaillait de longues heures d'affilée. Il rentrait très tard et partait trop tôt. Le sous-sol où il habitait possédait une entrée séparée, donnant sur la rue. Grâce à cela, il pouvait entrer et sortir de la maison sans jamais traverser la partie habitable principale. Erika refusait catégoriquement de le laisser monter, répétant sans cesse qu'il y avait du désordre et qu'elle s'en occuperait elle-même. Et il n'insistait simplement pas. C'était soit la pure vérité, et les enquêteurs avaient alors face à eux un homme doté d'un niveau d'évitement de la réalité pathologique, soit c'était un mensonge cynique, et Raymond était alors un complice à part entière du cauchemar qui se déroulait dans cette maison. Vérifier ces dires était à ce moment-là extrêmement difficile. Les voisins confirmaient unanimement qu'ils voyaient rarement l'homme, qu'il passait effectivement énormément de temps au travail, qu'Erika était la seule à rester dans la maison en permanence. Mais cela ne prouvait rien en soi, ni en faveur de sa version, ni contre elle. Les enquêteurs se concentrèrent alors sur Erika. Son récit était radicalement différent. Elle ne cherchait pas à nier l'évidence. Oui, elle vivait dans cette maison tout ce temps. Oui, elle était en permanence auprès des 4 enfants. Oui, elle savait parfaitement dans quel état effroyable ils se trouvaient. Elle n'y voyait, sincèrement, pas un grand problème. Lors des interrogatoires, Erika parlait avec un calme effrayant, presque détaché. Comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle expliquait mollement qu'elle n'avait tout simplement pas la force de faire le ménage, que les ordures s'étaient accumulées graduellement dans les pièces, et qu'à un moment donné, il y en avait eu trop, qu'elle avait eu l'intention de ranger à maintes reprises, mais qu'elle remettait toujours cela à plus tard. Quant aux 4 enfants dans les chambres du haut, selon ses dires, elle les nourrissait, parfois, quand elle s'en souvenait à temps. Elle changeait leurs couches quand elle en avait l'humeur. Les avait-elle jamais sortis? Jamais. Pourquoi les sortir? Selon elle, c'était trop dangereux dehors. Il y avait des inconnus, il y aurait eu des questions indiscrètes auxquelles elle ne voulait absolument pas répondre. Les psychologues qui travaillèrent de plus tard avec Erika utilisèrent dans leur rapport le terme de dissociation. C'est un mécanisme de défense complexe de la psyché humaine où l'individu se déconnecte totalement d'une réalité qu'il est incapable d'accepter. Erika avait soigneusement construit un mur autour d'elle, d'abord invisible et psychologique, puis tout à fait littéral, fait de montagnes de déchets et d'un isolement social total. Et à l'intérieur de ce mur, elle avait créé son propre monde déformé, où tout était parfaitement normal, où les montagnes de crasse n'étaient qu'un léger désordre, où des petits êtres affamés, abandonnés et épuisés n'étaient que ces colocataires silencieux dont il ne fallait pas trop s'inquiéter. Mais pour la loi, les explications psychologiques n'avaient pas de valeur décisive. Seuls comptaient les faits prouvés. Et les faits disaient ceci. 4 êtres vivants étaient ainsi restés des années dans des conditions menaçant directement leur santé et leur vie même. Et le seul adulte capable qui se trouvait auprès d'eux en permanence était Erika Muret. Elle fut officiellement arrêtée le lendemain de la découverte. La liste des chefs d'accusation était longue. Mise en danger de la vie et de la santé de mineurs sous sa garde, maltraitance, négligence criminelle. C'étaient des articles très sérieux qui pouvaient signifier de longues années de prison. Raymond Rivera fut également détenu temporairement, puis libéré sous contrôle judiciaire. Son rôle exact restait à éclaircir par l'enquête. Les autorités n'excluaient pas qu'il soit un complice de plein droit, mais à ce stade, les preuves manquaient pour son maintien en détention. Erika fut conduite à la prison du comté. Sa caution fut fixée à 100 000 $, une somme qu'elle était incapable de payer. Elle resta derrière les barreaux en attendant son procès. Pendant ce temps, les experts criminalistes poursuivaient leur travail éprouvant dans la maison de la rue Saint-Paul. Couche après couche, ils démontaient des amas de bric-à-brac vieux de plusieurs années. Ils documentaient minutieusement chaque découverte. Ils cherchaient le moindre indice permettant de reconstituer le tableau complet et authentique de ce qui s'était passé ici pendant toutes ces années. Ils ne soupçonnèrent pas encore que la preuve principale, la plus terrible, était restée tout ce temps dans un placard mural de la chambre du 2e étage, juste sous un tas de vieux chiffons et d'ordures,
et que cette découverte transformerait en un instant une affaire de négligence en une enquête sur quelque chose de bien plus atroce, sombre et irrémédiable. Pendant que les experts travaillaient dans la maison, les travailleurs sociaux s'occupaient de ceux qui avaient pu être sauvés. Les 4 se trouvaient à l'hôpital sous surveillance permanente, les plus petits en unité de soins intensifs, les plus grands dans des chambres ordinaires, mais avec la présence constante de psychologues. L'état des 4 était grave, mais stable. Les médecins affirmèrent que quelques semaines de plus dans ces conditions auraient pu entraîner des conséquences irréversibles. L'émaciation avait atteint un point critique. Le système immunitaire était affaibli, le développement retardé de plusieurs années. Mais les traumatismes physiques n'étaient que la moitié du problème. Les blessures psychologiques s'avérèrent plus profondes. Les travailleurs sociaux commencèrent à parler prudemment aux aînés. Ceux-ci étaient assez grands pour se souvenir et comprendre, assez pour raconter. Les entretiens se déroulaient dans un cadre spécial. Lumière tamisée, fauteuil confortable, jouets sur la table. Les psychologues utilisaient des méthodes conçues pour les témoins traumatisés. Aucune pression, aucune question suggestive, juste une attente patiente que l'enfant soit prêt à parler. L'aîné parla le premier. Il racontait lentement, avec des pauses, s'arrêtant souvent au milieu d'une phrase. Sa voix était monotone. C'est ainsi que parlent ceux qui ont appris à couper leurs émotions pour survivre. La vie dans la maison de la rue Saint-Paul était la seule vie qu'il ait connue. Il n'allait pas à l'école, ne jouait pas dehors, ne savait pas ce qu'était un anniversaire ou une fête. Son monde se limitait aux murs de la maison et aux montagnes d'ordures entre eux. La nourriture apparaissait irrégulièrement. Parfois, Erika rapportait quelque chose du magasin. Parfois, il mangeait ce qu'il trouvait dans le frigo, même si c'était avarié. Parfois, il ne mangeait ici pas du tout pendant plusieurs jours. Il n'y avait nulle part où se laver. La salle de bain ne fonctionnait plus depuis longtemps. Elle était aussi encombrée de déchets. Les toilettes marchaient une fois sur 2. Le plus souvent, tout le monde faisait ses besoins directement dans les chambres, dans les coins ou dans des sacs qui étaient ensuite jetés au sol. L'aîné décrivait tout cela sans horreur. Pour lui, c'était la norme. Il ne savait pas que les gens vivaient autrement, qu'il existait des maisons propres, de l'eau chaude, 3 repas par jour. Sa seule réalité était ce cauchemar dont on venait de l'extraire. Puis, il parla des plus petits. Il se souvenait de l'apparition de l'une d'entre elles. Erika était enceinte. Il l'avait vue, même s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Puis une nuit, il entendit des cris, et le matin, quelqu'un de nouveau était dans la maison. Petit, rouge, hurlant. Erika n'était allée nulle part, n'avait pas appelé de médecin. Elle s'était débrouillée seule, là, dans la chambre, au milieu des ordures. Puis, elle avait simplement posé le nouveau-né dans un coin et s'était remise à ses affaires. La même chose s'était répétée pour la plus jeune. Même grossesse non suivie. Même accouchement dans des conditions insalubres. Même résultat. Un autre petit être humain abandonné au milieu du chaos. Les travailleurs sociaux écoutaient et notaient. L'histoire était atroce, mais elle cadrait avec ce qu'ils savaient déjà. Négligence, isolement, insalubrité. Terrible, mais malheureusement pas unique. Puis l'aîné dit quelque chose d'autre. Il mentionna qu'il aurait dû y avoir plus de petits, pas 4, plus. Il se souvenait d'un autre, peut-être 2. Ils apparaissaient comme les autres, après les cris d'Erika, la nuit. Mais ensuite, ils disparaissaient. Le travailleur social demanda des précisions. Que voulait-il dire par « disparaissait » ? Où allait-il ? L'aîné se tut. Il regarda longuement le mur. Puis, il dit qu'il ne savait pas exactement. Simplement, un jour, les pleurs s'arrêtaient. Et Erika disait que celui qui pleurait n'était plus là, que c'était mieux pour tout le monde, qu'il ne fallait pas y penser. Il demandait où ils étaient repartis. Erika ne répondait pas, ou répondait de façon évasive. Elle disait qu'ils s'étaient endormis, qu'ils étaient partis, qu'ils n'étaient plus là. Un point, c'est tout. L'aîné acceptait cette explication. Il n'avait pas le choix. Dans son monde, les adultes ne mentaient pas, car il ne connaissait qu'un seul adulte, et cet adulte était Erika. Le travailleur social posa son carnet. Ses mains tremblaient légèrement. Ce qui avait commencé comme une affaire de négligence venait de se transformer en quelque chose de radicalement différent. Si les paroles de l'aîné étaient vraies, et il n'avait aucune raison de mentir, il pouvait y avoir dans la maison de la rue Saint-Paul non seulement des vivants, mais aussi des morts. L'information fut immédiatement transmise aux enquêteurs. Les experts sur place reçurent de nouvelles instructions. Ils ne cherchaient plus seulement des preuves de négligence. Ils cherchaient ce qui restait de ceux qui n'étaient plus là. La maison, qui semblait déjà sortie d'un cauchemar, pouvait cacher des secrets plus terribles encore.
et la réponse gisait quelque part sous les couches d'ordures accumulées par des années d'isolement et de folie. Les interrogatoires d'Erika Murray commencèrent le lendemain de son arrestation, le 30 août 2014. La salle d'interrogatoire du commissariat de Blackstone était standard et banale. Une simple table, 2 chaises et un miroir sans teint. Derrière ce miroir se cachèrent des observateurs, notant chaque mouvement de la suspecte. Erika fut introduite menottée. Elle s'assit lentement et fixa le mur d'un regard absent. Le détective se présenta, expliqua les procédures formelles, lança l'enregistrement et posa les premières questions. Ce qui se passa durant les heures suivantes dérouta même les officiers les plus chevronnés. Erika répondait, mais la nature de ses réponses était extrêmement spécifique. Ce n'était pas tant le contenu, mais la forme. Elle parlait d'une voix parfaitement égale, monotone, dépourvue de toute nuance. Elle ne marquait pas de pause pour réfléchir, ne montrait aucune émotion visible et n'avait aucune réaction face à la gravité monstrueuse des accusations. Le détective l'interrogea sur l'état du logement. Erika admit sans la moindre gêne que la maison était sale. Oui, les ordures s'étaient accumulées longtemps. Oui, elle n'avait pas fait le ménage depuis longtemps. Mais elle persistait à dire qu'elle n'y voyait pas de grands problèmes. Elle n'avait simplement pas eu le temps. Elle n'avait pas eu la force. Elle assurait qu'elle avait sincèrement l'intention de ranger, mais que cela s'était simplement reporté de soi-même. L'enquêteur passa à la question des 4 enfants trouvés. Erika confirma tranquillement leur existence. Oui, ils vivaient dans la maison. Oui, elle s'en occupait selon ses moyens. Non, elle ne pensait pas du tout que leur vie était en danger. Ils avaient à manger, ils avaient un toit, et selon elle, c'était bien suffisant. Cependant, quand le représentant de la loi commença à demander des détails, combien de personnes exactement vivaient dans la maison et dans quel ordre elles étaient nées, Erika commença à s'embrouiller visiblement. D'abord, elle parla de 4. Plus tard, elle mentionna accidentellement 5. Puis, comme se reprenant, elle revint à 4. Sur les dates de naissance, elle donnait des chiffres incohérents et sur les périodes, des réponses évasives et floues. Le détective continua de presser, exigeant du concret. Combien de fois avait-elle été enceinte en réalité? Quand exactement avait-elle mis au monde chacun d'eux? Qui l'avait aidée? Erika affirmait qu'elle s'était débrouillée seule, à chaque fois. Là, dans la maison, sans médecin et sans aucune aide extérieure. Elle insistait sur le fait que Raymond ne savait rien, du moins pour les 2 dernières. Selon sa version, elle lui cachait son état. Elle portait exclusivement des vêtements larges et disait à son compagnon qu'elle avait simplement un peu forci. Le détective lui demanda franchement « Pourquoi cacher cela ?» Erika se contenta de hausser les épaules avec indifférence. Elle déclara qu'elle ne voulait pas créer de problèmes inutiles, que Raymond travaillait déjà trop et qu'elle ne voulait pas le charger davantage. Une telle explication défiait toute logique. Cacher sa grossesse à l'homme avec qui l'on partage le même toit, cacher l'arrivée d'une nouvelle vie dans une maison où cet homme réside nominalement aussi. Soit Raymond Rivera vivait réellement dans une réalité parallèle dans sa cave, soit tous deux mentèrent de concert, chacun pour ses propres raisons. Mais ce qui importait le plus aux enquêteurs à ce moment-là, c'était autre chose. Les propos du fils aîné sur ceux qui avaient disparu sans laisser de traces. Quand la question fut enfin posée, Erika se tut pour la première fois longuement. Pendant quelques secondes, elle fixa le mur, puis murmura qu'elle ne comprenait absolument pas le sens de la question. Le détective répéta très clairement. Y avait-il eu d'autres enfants en dehors des 4 que la police avait trouvés vivants? Erika trancha. Non, seulement 4. Il n'y en avait jamais eu d'autres. Le détective lui rappela alors le témoignage du fils aîné, le fait que le garçon se souvienne des autres, le fait que les pleurs s'arrêtaient parfois brusquement et que sa mère lui disait que celui qui pleurait n'était plus là. Erika se contenta de secouer la tête. Elle affirma que son fils confondait tout, qu'il avait trop d'imagination et qu'il n'y avait toujours eu que 4 enfants dans la maison. Mais ses yeux, pour la première fois en plusieurs heures, tressaillirent. Ce fut un mouvement imperceptible, durant une fraction de seconde, mais l'enquêteur expérimenté le nota. Il continua l'attaque. Il demanda encore et encore, changeant constamment de formulation, abordant le sujet sous différents angles. Erika tint bon. Elle nia tout, répétant qu'elle n'avait plus rien à raconter. Après 3 heures d'un interrogatoire épuisant, le détective prit une pause et rejoignit ses collègues dans le couloir. Ils discutèrent du comportement de la suspecte, qui était extrêmement atypique. Elle n'était pas agressive, ne tombait pas dans l'hystérie et ne semblait pas désespérée, ce qui est la réaction habituelle des gens accusés d'actes aussi graves. Elle semblait vide,
comme si tout ce dont on parlait concernait quelqu'un d'autre. Le psychologue observant le processus confirma les doutes. Erika était dans un état dissociatif. C'est un puissant mécanisme de protection que la psyché active quand la réalité devient absolument insupportable. L'individu se déconnecte de ses propres émotions et des conséquences de ses actes. Dans cet état, on peut commettre des choses monstrueuses sans rien ressentir, car dans la conscience de cette personne, les événements n'ont tout simplement pas lieu. Erika Murray avait passé des années dans une maison transformée en décharge putride, des années auprès d'êtres vivants dont elle ne s'occupait pas, des années dans un isolement total. Sa psyché avait érigé un mur impénétrable derrière lequel tout était normal. La saleté n'était qu'un désordre, les petits êtres abandonnés n'étaient que des colocataires tranquilles, et ceux qui avaient disparu, ceux-là avaient simplement cessé d'exister, comme s'ils n'avaient jamais fait partie de cette réalité. Les enquêteurs comprenaient clairement. Obtenir des aveux véridiques par les méthodes classiques serait incroyablement difficile. Elle ne mentait pas au sens habituel du terme, elle vivait dans sa propre version de la réalité où ses actes n'étaient pas des crimes. Mais une version subjective de la réalité est une chose, et les faits irréfutables en sont une autre. Et ces faits, il ne fallait pas les chercher dans la salle d'interrogatoire. Ils se trouvaient là-bas, sur la rue Saint-Paul, sous les couches d'ordures accumulées depuis des années, dans les placards sombres et les recoins, là où les experts commençaient à peine à fouiller. Tandis que les enquêteurs discutaient avec Erika, l'équipe sur le terrain continuait méthodiquement, sac après sac, à déblayer les amas. Et ce qu'ils découvrirent dans la chambre du deuxième étage confirma non seulement les pires craintes, mais transforma instantanément l'affaire de négligence en quelque chose de bien plus atroce. Le travail des experts en criminalistique dans la maison de la rue Saint-Paul s'étira sur plusieurs jours atroces. Ce n'était pas un examen de routine. Ce qui se passait ressemblait davantage à une sombre expédition archéologique au centre d'un enfer fait de main d'homme. Couche par couche, sac après sac, pièce après pièce, les spécialistes se frayaient un chemin à travers les sédiments de la folie humaine. L'équipe d'experts travaillait exclusivement en tenue de protection complète. Combinaison blanche, respirateur, gants superposés, ce n'était pas une coquetterie, mais une nécessité absolue. Le niveau de contamination biologique à l'intérieur des pièces avait atteint un tel point qu'il était mortellement dangereux pour la santé d'y rester sans isolation. Les vapeurs concentrées d'ammoniac provenant des déchets en décomposition brûlaient les yeux même à travers les lunettes de protection étanches. Certains employés étaient contraints de quitter le bâtiment toutes les 30 minutes pour simplement respirer de l'air frais et reprendre leurs esprits. Ils documentaient méthodiquement chaque objet trouvé, chaque strate d'ordures accumulées et chaque mètre carré de sol. Photos, vidéos, rapports de plusieurs pages, les juristes allaient devoir étudier ces matériaux pendant des mois, et le moindre détail, même le plus insignifiant, pouvait s'avérer crucial pour la justice. Le rez-de-chaussée fut déblayé en 2 jours. On n'y trouva rien d'autre que des montagnes de bric-à-brac et les preuves évidentes d'un abandon de longue date. L'examen de la cave prit encore une journée. On y trouva effectivement une sorte d'espace de vie. Le lit de Raymond, ses affaires personnelles et un ordre relatif contrastant avec le chaos total du reste de la maison. Il semblait s'être effectivement distancé physiquement du cauchemar qui se déroulait juste au-dessus de sa tête. Le 3e jour, le groupe de recherche atteignit enfin le 2e étage, le saint des saints de cet endroit, la chambre d'Erika Murray. Cette pièce était le véritable épicentre des événements. C'est là qu'Erika passait la majeure partie de ses journées, là qu'elle dormait sur un matelas jeté sur le sol crasseux au milieu des tas d'ordures. C'est là aussi que, selon le témoignage du fils aîné, elle donnait naissance à de nouvelles vies. Et c'est là, comme on le découvrit plus tard, que ces vies s'éteignaient souvent. Les spécialistes progressaient avec une prudence extrême. Ils déblayaient les amas et triaient les trouvailles, avançant de la porte vers le mur opposé. Une armoire dans un coin de la pièce était presque totalement dissimulée sous une pile de loques et de sacs pesants. Pour simplement accéder à ces portes, il fallut plusieurs heures d'un travail physique exténuant. Le 31 août, vers 3 heures de l'après-midi, l'un des experts ouvrit le battant de l'armoire et se figea, incapable de bouger. Sur une étagère, au milieu de vieux décombres, se trouvait une boîte en carton ordinaire, toute simple, provenant d'un appareil ménager, fermée par du ruban adhésif. Elle paraissait tout à fait banale, si l'on ne tenait pas compte de l'odeur qui s'en dégageait. Une odeur tout autre, pas ce souffle étouffant de décharge qui imprégnait tout le bâtiment.
C'était quelque chose de bien plus lourd et concentré. L'employé appela immédiatement ses collègues. La trouvaille fut photographiée sous tous les angles, sa position exacte fut notée, et ce n'est qu'après cela qu'elle fut retirée avec précaution de l'étagère. Le poids de l'objet était faible, pas plus de 2 kilos. Le ruban adhésif fut découpé avec une précision chirurgicale, afin de le conserver pour une future expertise. Quand le couvercle fut enfin ouvert, on découvrit à l'intérieur ce qui avait été autrefois un être vivant, petit, squelettique, enveloppé dans des lambeaux de tissu qui, avec le temps, étaient presque tombés en poussière. Selon l'évaluation préliminaire des experts, c'était ce qui restait d'un nouveau-né ou d'un fœtus sur le point de naître. Combien de temps exactement cela était resté dans cette tombe improvisée? Il était impossible de le déterminer à l'œil nu. Des mois ou des années, seule une expertise en laboratoire pourrait répondre à cette question. Le spécialiste qui avait jeté le premier coup d'œil à l'intérieur sortit précipitamment de la pièce. Son organisme n'avait pas supporté la vue et il vomit dans l'escalier. Cet homme travaillait dans la police scientifique depuis 15 ans et avait vu bien des tragédies. Mais on ne se prépare pas à un tel spectacle. Le chef de groupe contacta d'urgence le service des enquêtes et signala la macabre découverte, demandant l'arrivée d'un médecin légiste. Simultanément, il donna l'ordre de poursuivre les recherches avec une vigueur accrue. Son intuition lui soufflait que si une telle boîte était cachée dans l'armoire, il pouvait y en avoir d'autres. Et les craintes se confirmèrent. Une deuxième boîte fut découverte 1 heure plus tard, dans la même armoire, sur l'étagère la plus basse, poussée profondément dans un coin sombre. Elle était un peu plus petite que la première, également entourée de rubans adhésifs et dégageant le même parfum caractéristique de putréfaction. À l'intérieur se cachait un autre témoignage de tragédie, exactement aussi minuscule, fragile et enveloppé dans un tissu décomposé. 2, dans de simples boîtes d'appareils ménagers. Dans l'armoire d'une chambre, à quelques pas du matelas sur lequel Erica Murray s'endormait paisiblement chaque nuit, tout près de la chambre où, pendant tout ce temps, 4 enfants tentaient de survivre. Pendant tout le temps où le fils aîné grandissait entre ces murs, pendant que d'autres apparaissaient et disparaissaient sans laisser de traces, pendant qu'Erica continuait sa vie habituelle et que Raymond demeurait soi-disant dans une ignorance totale dans son sous-sol, ces boîtes étaient simplement posées sur les étagères, silencieuses et oubliées, comme s'il s'agissait de vieilles bricoles qu'on avait simplement eu la flemme de jeter. Le médecin légiste arriva vers le soir. Un examen rapide sur place confirma. Dans les 2 cas, il s'agissait de nouveau-nés. Des détails plus précis ne purent être établis immédiatement en raison de l'altération profonde des tissus. Pour des conclusions définitives, un travail minutieux en laboratoire était nécessaire. Les fragiles découvertes furent emballées dans des conteneurs spéciaux et envoyées à la morgue. Dans la maison, les recherches se poursuivirent. Les experts inspectaient désormais chaque centimètre avec une attention redoublée. Les enquêteurs firent immédiatement rapport au parquet. L'affaire, qui avait commencé comme un cas flagrant de négligence, passa instantanément dans la catégorie des crimes particulièrement graves. Erica Murray attendait un nouvel interrogatoire, bien plus sévère, et des chefs d'accusation tout à fait différents. Mais auparavant, les autorités avaient besoin des résultats des expertises. Il fallait établir l'identité de ceux que l'on avait trouvés et comprendre quand et dans quelles circonstances ils s'étaient retrouvés dans ces boîtes. Et les experts poursuivaient leur besogne funèbre. La maison de la rue Saint-Paul n'avait pas encore épuisé son stock de sombres secrets. Une 3e découverte était imminente, bien qu'à ce moment-là, personne ne s'en doutât encore. Le 1er septembre 2014, les prélèvements biologiques furent transportés au bureau du médecin légiste en chef de l'État du Massachusetts à Boston. 2 conteneurs renfermant le contenu que les experts avaient extrait de l'armoire dans la chambre d'Erica Murray. Désormais, tout dépendait des conclusions des spécialistes de ce service, s'ils pourraient fournir à l'enquête les preuves nécessaires pour porter les accusations les plus graves. Le laboratoire de Boston disposait des équipements les plus modernes et d'un personnel doté d'une expérience colossale. Mais même ici, on comprenait que l'affaire de Blackstone était particulière. Pas sur le plan technique, mais sur le plan humain. Ce qui se trouvait dans ces conteneurs aurait dû un jour devenir des personnes. Et peut-être l'étaient-ils déjà devenus, ne fût-ce qu'un bref instant. Le dilemme principal pour les experts était simple. Qu'était-il arrivé exactement à ceux que l'on avait trouvés dans les boîtes? Étaient-ils vivants au moment de la naissance? Ou bien n'avaient-ils jamais pris leur premier souffle et Erica n'avait simplement pas eu le courage de s'en séparer dignement? Il existait une 3e option dont les enquêteurs craignaient de penser, mais qu'ils se devaient d'envisager. Ils étaient nés vivants,
mais quelqu'un avait fait en sorte qu'il cesse soudainement de respirer. La qualification de l'affaire dépendait directement de la réponse à cette question. La différence entre la dissimulation de reste et la cessation intentionnelle d'une vie est le fossé entre quelques années de prison et la perpétuité. C'est la différence entre savoir si Erika Murray sortirait un jour ou si elle passerait le reste de ses jours derrière les barreaux. Les employés du bureau du médecin légiste se mirent au travail, conscients du poids de leurs responsabilités. Chacune de leurs conclusions serait examinée à la loupe, d'abord par les détectives, puis par les procureurs, les avocats de la défense et, enfin, par le tribunal. Une erreur dans n'importe quel sens était inadmissible. La première chose qu'ils purent établir fut le degré extrême d'altération. Dans les deux cas, les restes étaient presque totalement squelettisés. Les tissus mous étaient absents, il ne restait que les os, des fragments de cartilage et quelques éléments desséchés de ce qui fut autrefois de la chair. Cela prouvait de manière irréfutable qu'un temps considérable s'était écoulé depuis la mise en boîte. Au moins de nombreux mois, voire plus probablement des années. Il fut impossible d'établir une datation précise. Les conditions de conservation spécifiques, dans un placard fermé, au chaud, entouré de déchets en décomposition, avaient accéléré les processus de décomposition de manière imprévisible. Dans un environnement naturel, la squelettisation prend de quelques mois à quelques années, mais la maison Murray ne répondait pas aux normes. Un écosystème propre s'y était formé, composé d'insectes, de micro-organismes et de champignons, capables soit d'accélérer de façon catastrophique, soit de ralentir la destruction des tissus. Les experts ne purent que donner une fourchette approximative, de 2 à 8 ans. Mais pour un procès, des chiffres aussi flous signifiaient bien peu de choses. Le deuxième point crucial était le stade de développement au moment de la tragédie. Ici, les conclusions furent plus nettes. La taille des os et le degré de développement des sutures crâniennes indiquaient sans équivoque des nouveau-nés. À terme, totalement formés et prêts à vivre hors de l'organisme maternel. La longueur des fémurs correspondait à une gestation complète. Cela signifiait qu'Erika les avait portés jusqu'au bout. Ils étaient prêts à paraître, et ils étaient apparus. Mais étaient-ils nés vivants? C'était la question clé à laquelle la science ne pouvait répondre. Pour affirmer que quelqu'un a pris au moins une inspiration, il faut examiner le tissu pulmonaire. C'est le test hydrostatique classique. Si les poumons flottent dans l'eau, cela signifie qu'il y avait de l'air, qu'une inspiration a eu lieu. Mais dans ce cas, le tissu pulmonaire n'avait tout simplement pas été conservé, pas plus que le cœur, le cerveau ou n'importe quel autre organe. Les spécialistes appliquèrent toutes les méthodes disponibles, analyse histologique des résidus de tissu, étude des os pour déceler des fractures ou des fissures, tests toxicologiques. Les résultats furent nuls. Aucune trace de dommages sur les os, aucun signe de force physique ou de substance toxique. Mais, et c'est le plus important, aucune preuve du contraire ne fut trouvée. Aucun indice d'un premier souffle ou d'un battement de cœur. Les experts ne purent que constater. Il était impossible d'établir la cause exacte de ce qui s'était passé pour des raisons objectives. Pendant que le laboratoire travaillait sur les 2 premières découvertes, le 3 septembre, les experts trouvèrent dans la maison de la rue Saint-Paul une 3e boîte. Elle était fourrée dans un coin reculé de la chambre et soigneusement recouverte de loques. Si les experts n'avaient pas su exactement ce qu'ils cherchaient, ils auraient pu passer devant sans la voir. La 3e découverte fut transportée à Boston le 4 septembre. Les spécialistes se mirent au travail avec déjà une amère sensation d'impuissance. L'état était identique, squelettisation, absence d'organes et impossibilité d'établir la cause. Mais un détail fut découvert, reliant les 3 cas. Dans chaque découverte, on avait conservé des fragments de placenta et de cordon ombilical. Dans tous les cas, le cordon n'avait pas été sectionné professionnellement, mais arraché brutalement ou écrasé par quelque chose de contondant. Cela signifiait qu'Erika s'était débrouillée dans une solitude absolue, dans une chambre immonde, sans la moindre assistance médicale. Vers la mi-septembre, le bureau du médecin légiste rédigea son rapport final de 23 pages. Le verdict stipulait « cause non établie », aucun signe de traumatisme détecté, mais aucun signe non plus permettant de dire s'ils avaient respiré ou non. Pour le parquet, cela devint un problème critique. Sans preuve que ceux trouvés dans les boîtes avaient su respirer au moins une fois, l'accusation de suppression intentionnelle de la vie s'effondrait. N'importe quel avocat aurait balayé une telle position devant un tribunal en quelques minutes. Il ne restait que la dissimulation de reste, un crime sérieux,
mais absolument incomparable avec le cauchemar que soupçonnaient les détectives. L'enquête se trouvait dans une impasse. Tous comprenaient qu'une chose atroce s'était produite. 7 grossesses, 4 survivants dans la crasse et 3 dans des boîtes. Mais une conviction intime n'est pas une preuve. Il fallait chercher d'autres pistes, des témoins ou des archives pour faire la lumière sur la véritable histoire de cette maison. Les enquêteurs comprenaient parfaitement. S'ils ne parvenaient pas à prouver l'accusation principale contre Erika, peut-être valait-il la peine de regarder de plus près une autre personne, celle qui avait vécu sous ce même toit pendant de longues années, celui qui était formellement le chef de ce foyer cauchemardesque, Raymond Rivera. Depuis son arrestation initiale le 28 août, Raymond était en liberté sous contrôle judiciaire. Il avait été relâché car aucune preuve directe contre lui n'existait à ce moment-là. Il persistait à dire qu'il ne savait rien et l'enquête ne pouvait prouver le contraire. Mais maintenant, après la découverte des boîtes en carton, la situation avait radicalement changé. Les détectives décidèrent de creuser bien plus profondément. Le second interrogatoire de Rivera eut lieu le 15 septembre 2014. Cette fois, l'atmosphère dans la salle était tout autre. Ce n'était plus une discussion formelle avec un témoin potentiel, mais une conversation tendue avec un complice possible. Les enquêteurs commencèrent par les faits bruts. Raymond Rivera, propriétaire de la maison de la rue Saint-Paul, compagnon d'Erika Murray depuis plus de 10 ans, père biologique des 7 enfants, les 4 trouvés vivants et les 3 découverts dans l'armoire. Du moins, les tests ADN le confirmèrent avec une certitude absolue. Raymond ne niait pas sa paternité. Il reconnaissait être en relation avec Erika depuis de nombreuses années. Il reconnaissait connaître l'existence des aînés. Mais il continuait d'insister sur ce qu'il disait depuis le début. Il ignorait tout des 2 plus jeunes filles et ne soupçonnait surtout pas la présence de ceux qui se trouvaient dans les boîtes. Les enquêteurs pressèrent de toutes parts. Comment peut-on vivre des années dans la même maison qu'une femme et ne pas remarquer 5 grossesses? Comment ne pas avoir entendu les pleurs des nouveau-nés derrière la cloison? Comment ne pas avoir senti l'odeur qui imprégnait toute la maison? Raymond répétait son récit de manière monotone. Il travaillait 12 à 14 heures par jour. Il partait tôt le matin, quand tout était encore silencieux dans la maison, et rentrait tard le soir. Il partait souvent en voyage d'affaires, parfois plusieurs jours de suite. Il ne venait à la maison que pour dormir, et il dormait au sous-sol. Le sous-sol. Cette pièce était l'élément clé de sa défense. Raymond affirmait que ces dernières années, il vivait de fait totalement séparé d'Erika. Selon lui, une rupture s'était installée depuis longtemps. Elle devenait de plus en plus renfermée, étrange, secrète. Erika ne voulait absolument pas qu'il monte à l'étage. Elle disait qu'il y avait un désordre effroyable, qu'elle avait honte devant lui et qu'elle s'occuperait de tout elle-même. Raymond n'insistait pas. C'était plus simple psychologiquement pour lui d'accepter que d'entrer en conflit. Il s'était aménagé un espace de vie au sous-sol, un lit, une télévision, un petit réfrigérateur. Il y avait une entrée séparée par la cour arrière, et il pouvait aller et venir sans jamais traverser la partie principale de la maison. Et il s'en servait activement. Selon ses dires, il n'était pas monté au 2e étage depuis des années, littéralement des années. Il voyait que le rez-de-chaussée était encombré, mais il mettait cela sur le compte d'une dépression prolongée d'Erika. Il se contentait de lui donner de l'argent pour le ménage et considérait que c'était suffisant. Il avait choisi une tactique, ne pas savoir les détails, et il ne les savait effectivement pas. L'histoire paraissait presque incroyable, mais les enquêteurs se devèrent de la vérifier. Ils interrogèrent à nouveau les voisins, cette fois avec des questions spécifiques sur Raymond. L'avaient-ils vu entrer par la porte principale? L'avaient-ils vu avec Erika ensemble? Avaient-ils entendu des conversations, des disputes ou n'importe quel signe d'une vie de famille normale? Les réponses s'avérèrent décourageantes pour l'accusation. Les voisins confirmaient, ils voyaient Raymond très rarement, surtout en train de partir dans sa voiture tôt le matin ou de revenir tard le soir. Il utilisait effectivement presque exclusivement l'entrée arrière. Les habitants du quartier ne l'avaient pratiquement jamais vu avec Erika. Il n'y avait aucun signe que ces deux-là fonctionnaient comme un couple. Un voisin se souvint que, quelques années auparavant, Raymond s'était plaint à lui de problèmes relationnels. Il disait qu'Erika avait beaucoup changé, qu'il était devenu impossible de lui parler et qu'il songeait à déménager. Mais il n'avait jamais déménagé. C'était sa maison, sa propriété, et il n'avait nulle part d'autre où aller. Un autre voisin raconta avoir vu un jour Raymond sortir des sacs poubelles du sous-sol, seulement du sous-sol, pas de la maison principale. Il semblait ne s'occuper que de son propre territoire et ne pas toucher, par principe, au reste du chaos. Le tableau qui se dessinait était étrange, mais cohérent. Raymond Rivera pouvait effectivement vivre dans le même bâtiment,
tout en existant dans une réalité parallèle. Non pas parce qu'il était aveugle ou stupide, mais parce qu'il lui était plus commode de ne pas voir, parce qu'il avait consciemment choisi la voie de l'ignorance criminelle. Les enquêteurs étudièrent ses horaires de travail, demandèrent des données à son employeur et vérifièrent les documents de ses déplacements. Tout se confirmait. Raymond travaillait effectivement beaucoup et s'absentait souvent. À certaines périodes, il ne paraissait pas à la maison pendant des semaines. Ses finances furent aussi vérifiées. Il transférait régulièrement de l'argent sur le compte commun, pour les courses, les services publics et autres dépenses. Erika gérait cet argent seule, et il ne contrôlait pas les dépenses ni ne demandait les reçus. Il se contentait de payer et considérait son devoir accompli. Ce n'était pas la défense classique d'un innocent, c'était la défense d'un homme qui avait construit un mur entre lui et le cauchemar. Mais d'un point de vue juridique, cela ne suffisait pas pour une accusation de complicité. Les procureurs délibérèrent avec les détectives. Pour accuser Raymond d'implication dans ce qui était arrivé aux 3 enfants trouvés dans les boîtes, il fallait des preuves qu'il était au courant. Il fallait montrer qu'il savait ce qui se passait et qu'il n'avait rien fait. Cependant, de telles preuves n'existaient même pas. Aucun témoin ne l'avait vu au 2e étage. Aucun document ne le liait aux grossesses secrètes d'Erika. Aucun indice n'indiquait qu'il connaissait le contenu de l'armoire. Ses empreintes furent trouvées au sous-sol et dans la cuisine, et nulle part ailleurs dans la maison. Il n'allait effectivement pas dans les chambres où la tragédie se déroulait. Mais l'enquête ne pouvait pas relâcher Raymond totalement. Lors de la perquisition du sous-sol, les experts trouvèrent une petite cachette derrière une fausse cloison. À l'intérieur, des sachets contenant une poudre blanche interdite. L'expertise confirma la présence de substances illicites. De plus, il restait l'accusation de négligence. Même s'il ignorait l'existence des plus jeunes, il connaissait parfaitement l'existence des 2 aînés. Et il n'avait rien fait pour les protéger d'une vie dans l'ordure. En octobre 2014, des accusations furent officiellement portées contre Raymond Rivera, possession de substances interdites et négligence de ses devoirs envers les mineurs sous sa garde. Ce n'était pas l'accusation principale, mais cela suffit pour qu'il se retrouve derrière les barreaux. Le parquet lui proposa un marché. Une partie des accusations serait abandonnée en échange de sa coopération. Raymond devait témoigner contre Erika et raconter tout ce qu'il savait sur son état et sur le fonctionnement de leur étrange foyer. Raymond accepta. Il n'avait pas d'autre choix. Son avocat lui expliqua. Soit il aidait l'accusation, soit l'enquête trouverait un moyen de le lier aux épisodes plus graves. C'est ainsi que Raymond Rivera, de complice potentiel, devint le témoin principal. L'homme qui, pendant des années, avait fermé les yeux sur l'horreur dans sa propre maison, devait maintenant aider à envoyer derrière les barreaux la femme avec qui il avait vécu plus de 10 ans. Quant à Erika Murray, elle était toujours dans la prison du comté. On ne lui avait pas encore signifié les chefs d'accusation définitifs concernant les découvertes dans l'armoire. Le parquet attendait, attendant les résultats d'expertise complémentaires et les dépositions officielles de Raymond, espérant construire un dossier qui résisterait à l'examen du tribunal. Les détectives comprenaient clairement. Pour construire un dossier vraiment convaincant, il fallait réaliser à qui ils avaient affaire. Erika Murray restait un mystère pour l'enquête. Une femme vivant depuis des années au milieu de déchets putrides, mettant au monde un enfant après l'autre et cachant les conséquences effrayantes dans des boîtes en carton. Qu'est-ce qui l'avait menée à ce point? Était-ce un défaut de personnalité inné ou une cassure fatale survenue plus tard? D'abord, les enquêteurs vérifièrent son passé criminel. Le résultat fut inattendu. Erika Murray n'avait absolument aucun antécédent judiciaire. Ni arrestation, ni interpellation, ni même de simples amendes. La police avait devant elle une page totalement blanche. Elle n'était jamais apparue sur les radars de la justice avant ce fameux jour d'août 2014. C'était extrêmement inhabituel pour une personne accusée d'actes aussi graves. Habituellement, ce genre d'affaire est précédé d'un passif, délit mineur ou addiction. Chez Erika, un vide social effrayant. Les enquêteurs recueillirent peu à peu des informations sur cette femme qui avait existé tant d'années dans ce monde, sans laisser presque aucune trace. Erika était née dans une famille ouvrière du Massachusetts. Un père à l'usine, une mère au foyer, un frère et une sœur. Une cellule sociale ordinaire comme il en existe des milliers en Nouvelle-Angleterre. Elle avait terminé l'école sans problème majeur. Pas brillante, mais pas en marge non plus. Une fille discrète, effacée, se tenant toujours à l'écart. Les enseignants se rappelaient à peine son image, la décrivant comme une fille réservée, qui n'avait pas d'amis proches, mais ne créait pas de problèmes à son entourage. Après l'école, Erika a enchaîné plusieurs emplois peu qualifiés. Caissière,
assistante en blanchisserie, femme de ménage dans un motel. Elle ne restait nulle part longtemps, démissionnant à cause de ses absences. Plus tard, elle a sans rencontrer Raymond Rivera. Il était plus âgé, avait un emploi stable et un logement. Pour Erika, cela semblait être une issue, un moyen de s'échapper de la maison parentale. Ils ont emménagé ensemble presque immédiatement après leur rencontre. Les enquêteurs ont parlé à sa famille. Sa mère avait déjà quitté ce monde, son père souffrait de démence, mais sa sœur aînée a accepté une rencontre. Elle a raconté une histoire qui a commencé à combler des lacunes effrayantes. Selon elle, Erika avait toujours été étrange, peu communicative et préférait la solitude. Elle ne savait pas se faire d'amis et ne percevait pas les signaux sociaux que d'autres comprenaient intuitivement. À l'école, elle était souvent harcelée, ce qui l'a poussée à se replier encore plus sur elle-même. Quand Erika a emménagé chez Raymond, la famille a ressenti un soulagement, espérant qu'elle avait trouvé sa place. Les premières années, tout semblait normal. Sa sœur voyait la maison propre et Erika calme. Le tournant s'est produit après l'apparition du premier enfant. Erika est devenue encore plus secrète, a cessé de répondre aux appels et refusait les visites. Quand sa sœur parvenait tout de même à entrer, la femme semblait épuisée et psychologiquement distante. La maison a progressivement changé. Au début, ce n'était qu'un simple désordre, mais à chaque visite, la situation empirait. Les objets s'accumulaient par couches, la saleté s'incrustait et l'odeur dans les pièces s'intensifiait. Sa sœur a tenté de proposer son aide pour le ménage, mais Erika réagissait avec détachement. Elle assurait qu'elle gérait tout elle-même. Avec le temps, les visites sont cessées complètement. Erika ne répondait plus à la porte. Raymond justifiait son comportement par la dépression. La dernière fois que sa sœur s'est rendue dans la maison de St. Paul Street remonte à 5 ans avant l'arrestation. Erika lui a parlé à travers l'entrebâillement de la porte, paraissant épuisée, avec des yeux absolument vides. Sa parente a eu l'élan d'appeler les services sociaux, mais il n'y avait aucun motif formel. Le refus de communiquer et l'insalubrité ne sont pas des crimes pour une personne adulte. Ainsi, Erika s'est effectivement transformée en fantôme entre ses propres murs. Au cours de l'enquête et de la préparation des audiences judiciaires, des experts de premier plan ont été sollicités, dont le docteur Diogo Guerra et la Dre Judith Edersheim. Sur la base de leurs analyses, 3 diagnostics probables ont été mis en avant. Le premier est la thésaurisation pathologique, syndrome d'accumulation compulsive. Les personnes atteintes de ce trouble construisent des murs de détritus, créant une barrière physique entre elles et le monde. Le deuxième est un trouble dissociatif, permettant au psychisme de se déconnecter complètement de la réalité. Erika pouvait se trouver physiquement dans la saleté, mais son cerveau créait une version de la réalité où tout était normal. Le troisième est une dépression profonde, avec des éléments de psychose, ayant provoqué une perte totale de motivation. Il s'agissait probablement d'une combinaison de ces troubles, se renforçant mutuellement au fil des ans. Erika n'a reçu aucune aide et a simplement sombré lentement dans son enfer personnel. Dans cet état, elle a continué à tomber enceinte, 7 fois en plusieurs années. Chaque fois, elle a accouché seule. Elle a réussi à maintenir 4 d'entre eux en vie, tandis que les autres découvertes se trouvaient dans le placard. Les psychiatres ont suggéré qu'Erika ne réalisait peut-être même pas la différence entre un être vivant et celui qui avait cessé de respirer. Dans sa conscience endommagée, les frontières entre eux s'étaient effacées. Ce n'était pas l'histoire d'un monstre conscient, mais la tragédie d'une personne qui s'était brisée si totalement qu'elle avait perdu tout contact avec la réalité. Cependant, du point de vue de la loi, les troubles mentaux ne pouvaient y constituer qu'une circonstance atténuante, ne libérant pas Murray de sa responsabilité pour tout ce qui s'était passé sur St. Paul Street pendant de longues et terribles années. Le 20 septembre 2014, le bureau du procureur était enfin prêt à mener l'interrogatoire décisif. L'enquête avait accumulé toutes les ressources disponibles, les résultats d'expertise complexes, les témoignages détaillés de Raymond, les déclarations du fils aîné et les photos choquantes de la maison. Les détectives devaient maintenant obtenir des réponses de la part d'Erika elle-même aux questions qui tourmentaient les autorités depuis un mois. Erika a été amenée de la prison de Comté sous escorte renforcée. Au cours des semaines passées, elle avait notablement changé physiquement, ayant encore maigri, avec des cernes profonds sous les yeux. Mais l'expression de son visage restait la même, absolument vide et distante. Il semblait que ce qui se passait concernait quelqu'un d'autre, mais pas elle. Dans la salle d'interrogatoire, 2 détectives expérimentés et un procureur adjoint attendaient la suspecte. Sur la table reposait un dossier volumineux. Erika s'est assise en silence en face d'eux, a posé ses mains sur ses genoux et a fixé le mur de son habituel regard perdu dans le vide.
L'avocat commis d'office était à ses côtés. Il a rappelé ses droits à sa cliente et a expliqué la possibilité de refuser totalement de répondre. Erika a seulement fait un signe de tête imperceptible, mais à son apparence, il était difficile de savoir si elle avait compris le sens de ses paroles. L'interrogatoire a commencé par les procédures standards. Son nom. La femme répondait de manière mécanique et monotone. Ensuite, les enquêteurs sont passés à l'essentiel. Un détective a posé devant elle une photo du placard de la chambre. Erika a regardé le cliché sans aucune réaction visible. C'est avec la même indifférence que les gens regardent habituellement des photos de meubles, dans un catalogue publicitaire. Le cliché suivant montrait une boîte en carton scellée avec du ruban adhésif. Erika restait silencieuse. Son visage ne changeait pas d'un iota. À la question de savoir si elle reconnaissait cet objet, la femme a simplement confirmé froidement qu'elle le reconnaissait. Le détective a demandé si elle savait à ce moment-là ce qui se trouvait exactement à l'intérieur. Après une pause, une réponse affirmative est venue. Le détective n'a pas montré les clichés suivants, car les images du contenu étaient trop éprouvantes. Au lieu de cela, il a posé sur la table le rapport du médecin légiste. 3 pages décrivant 3 découvertes, celles qui n'avaient pas eu la chance de vivre. On a demandé directement à Erika si ces découvertes étaient de sa progéniture biologique. Elle a répondu par l'affirmative, sans la moindre hésitation. Le détective a demandé quand exactement cela s'était produit. Erika a froncé les sourcils, essayant de reconstituer la chronologie, mais les dates se brouillaient dans sa conscience. Elle a cité des années approximatives, 2006, 8 et 11, mais a admis qu'elle n'était pas sûre de l'exactitude. Pour elle, le temps avait perdu toute signification depuis longtemps. Le détective est ensuite passé aux détails des événements. Erika a décrit le processus de cette même voix monocorde. Elle a raconté qu'elle avait géré cela dans une solitude absolue, sans médecin ni soutien de quiconque. La femme s'allongeait simplement sur un matelas et attendait la fin du processus. Elle affirmait qu'elle s'en était sortie seule, exactement comme elle le pouvait. Les enquêteurs consignaient chaque mot. Ce qu'elle décrivait était un cauchemar médical, sans antiseptique ni aide. Vint ensuite la question difficile sur ce qui était arrivé précisément aux 3 corps trouvés dans le placard. Erika a gardé le silence pendant longtemps, puis a commencé à témoigner. La femme insistait sur le fait que 2 des 3 ne présentaient aucun signe de vie immédiatement après leur naissance. Elle assurait qu'elle n'avait pas compris s'ils étaient vivants tout court, car ils ne criaient pas et ne respiraient pas. Selon la suspecte, après avoir réalisé qu'ils ne reprenaient pas connaissance, elle les avait simplement placés dans des boîtes. Le détective a demandé si elle avait tenté d'appeler les secours ou de faire quoi que ce soit. Erika a avoué qu'elle n'avait fait aucune tentative. Elle a expliqué cela par le fait qu'elle ne savait pas comment agir et qu'elle était envahie par une peur paralysante. La femme a souligné qu'elle ne voulait pas que quiconque soit au courant. Son désir était de faire en sorte que le problème apparu disparaisse tout simplement. Elle les a emballés, les a scellés avec du ruban adhésif et les a poussés au fond du placard. Après quoi, elle s'est efforcée de rayer cela de sa mémoire. Mais il y avait un 3e cas. Erika a avoué que l'un des 3 avait vécu quelques jours après sa naissance. Elle n'a pas pu préciser la durée exacte, constatant seulement qu'il avait vécu très peu de temps. Selon ses dires, il respirait et bougeait, puis tout s'est soudainement arrêté. Le détective a demandé des précisions sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Erika a déclaré qu'elle ne savait pas. Selon sa version, un matin, elle s'était simplement approchée et il ne respirait plus. Elle insistait sur le fait qu'elle n'en connaissait pas la cause. Après cela, elle avait agi de la même manière que les fois précédentes, boîte, ruban adhésif et oubli total dans le placard. Ces dépositions changeaient radicalement le tableau juridique. Si l'un des 3 avait vécu plusieurs jours, cela signifiait qu'il était né vivant. Cela signifiait qu'il y avait eu l'interruption de la vie d'un être qui avait déjà commencé son parcours. Les détectives tentaient d'obtenir des détails sur l'endroit exact où il se trouvait, si elle l'avait nourri et ce qu'elle faisait quand il pleurait. Erika répondait par bribes. Elle affirmait qu'il était simplement allongé sur le sol et que parfois elle lui donnait quelque chose. Elle ne se souvenait pas des détails, tout était comme dans un brouillard épais. L'enquêteur a demandé directement si elle avait commis des actes pour accélérer intentionnellement l'issue. Erika a secoué la tête négativement, insistant sur son absence de culpabilité. Elle affirmait qu'elle n'avait rien fait, qu'elle ne savait tout simplement pas comment s'occuper de lui, et que sa vie s'était éteinte d'elle-même. Son récit était dépourvu de toute émotion. Elle parlait de sa progéniture comme de nuisance fâcheuse. Ses paroles manquaient de regret ou de repentir. La femme constatait simplement les faits, comme s'il s'agissait d'un vieil appareil défectueux,
un psychologue, observant l'interrogatoire à travers un miroir sans teint, a noté plus tard dans son rapport que le niveau de froideur émotionnelle d'Erica Murray était sans précédent. Soit elle avait refoulé ses sentiments si profondément qu'elle n'y avait plus aucun accès, soit elle était initialement dépourvue de capacité d'empathie au sens conventionnel. L'interrogatoire a duré encore 2 heures. Les détectives tentaient de tirer d'elle le moindre indice pointant vers une intention criminelle directe. Mais elle répétait seulement qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle avait très peur et qu'elle voulait simplement que tout cela disparaisse au plus vite. À la toute fin, le procureur adjoint a demandé si elle réalisait qu'elle avait commis un acte grave. Erica a gardé le silence, puis a répondu que oui, probablement, elle le comprenait maintenant. Elle a reconnu qu'elle n'aurait pas dû les cacher dans le placard et qu'elle aurait dû appeler des spécialistes. Mais elle ne l'avait pas fait parce qu'elle n'imaginait pas comment elle pourrait tout expliquer à son entourage. C'était un aveu, mais pas celui sur lequel l'accusation comptait. Erica a reconnu le fait de la dissimulation. Elle a reconnu qu'elle n'avait pas cherché d'aide et qu'elle avait vécu pendant des années à 1 mètre des boîtes dans la chambre. Mais elle n'a jamais reconnu avoir intentionnellement ôté la vie à quiconque. Selon sa version, 2 sont nés sans signe de vie, et le 3e s'est éteint seul, sans son intervention active. Et dans des conditions où l'expertise médicale ne pouvait établir la cause exacte en raison de l'état des découvertes, prouver le contraire au tribunal était pratiquement impossible. Le bureau du procureur du comté de Worcester s'est retrouvé dans une situation extrêmement complexe et ambiguë. L'enquête disposait d'un aveu, mais pas du tout celui qu'ils espéraient entendre pour clore définitivement l'affaire. Erica Murray avait confirmé les faits de ce qui s'était passé, confirmé qu'elle avait mis au monde 3 enfants et les avait cachés de ses propres mains dans des boîtes. Mais elle n'avait absolument pas confirmé qu'elle avait délibérément mis fin à leur jour. Et sans ce maillon essentiel, l'accusation pour le crime le plus grave s'effondrait littéralement. Dans le droit américain, la frontière entre un tragique accident et un acte prémédité est parfois mince, mais c'est elle qui détermine des décennies de prison. Octobre 2014. L'équipe de procureurs s'est réunie en urgence pour décider de la marche à suivre face à cette impasse. Sur la table du bureau gisaient toutes les pièces du dossier rassemblées durant des semaines de travail épuisant. Les rapports d'expertise du bureau du médecin légiste, les procès-verbaux d'interrogatoire de plusieurs heures, les témoignages et les photographies de la « maison de l'horreur », des centaines de pages de documents et aucune preuve directe, en béton, d'une intention. Le silence dans la pièce n'était rompu que par le froissement des papiers derrière lesquels se cachaient les destins de ceux qui n'avaient jamais vu la lumière du soleil. La défense avait déjà clairement et fermement établi sa position. L'avocat d'Erica Murray poussait avec insistance la version selon laquelle tous les 3, trouvés dans les boîtes, étaient nés sans signe de vie. Du point de vue de la loi, une telle issue est une tragédie personnelle terrible, mais pas un crime pénal. Certes, la dissimulation des restes est une violation grave de la loi et des normes sanitaires, mais c'est un article de loi tout à fait différent, prévoyant des peines sans commune mesure avec le châtiment que réclamait la société indignée. Les procureurs comprenaient clairement, si l'affaire allait au tribunal exclusivement avec l'accusation d'homicide volontaire, les jurés pourraient acquitter Erica pour les épisodes les plus lourds et les plus graves. Pas de preuve médicale directe, pas de verdict de culpabilité. C'est un principe de base de la justice américaine, une loi immuable. Tout doute insurmontable profite toujours à l'accusé. Mais personne n'avait l'intention de baisser les bras. L'enquête a commencé à chercher une autre voie, non pas par des preuves directes, mais par un ensemble puissant de preuves indirectes. Chacune d'elles, prise isolément, signifiait peu pour la loi froide. Mais, ensemble, elles créaient un tableau effrayant qu'il était impossible d'ignorer. Le premier élément de cette chaîne, le témoignage du fils aîné. Il racontait aux travailleurs sociaux la vie crépusculaire dans la maison de St. Paul Street. Comment, dans le silence des pièces, les plus jeunes apparaissaient soudainement. Les cris d'Erica la nuit, qui signifiaient invariablement qu'il y aurait bientôt un habitant de plus dans la maison. Et les pleurs, des pleurs ténus, déchirants, qui s'élevaient parfois derrière les portes closes après ces nuits terribles. Les pleurs. C'est devenu le mot-clé pour l'équipe d'enquête. L'aîné se souvenait avoir entendu ce son après l'apparition de certains de ceux qui avaient ensuite disparu sans laisser de traces. Pas tous, mais certains. Il ne pouvait pas dire avec certitude qui précisément. Il ne pouvait pas citer de date, ni décrire les circonstances en détail, car il se trouvait lui-même dans un état de stress prolongé. Mais il se souvenait distinctement du son,
le son que seul un être vivant produit, un être qui respire, qui ressent la douleur et le froid, qui tente d'attirer l'attention sur sa venue au monde. Si ces pleurs ont réellement existé, cela signifiait qu'au moins l'un des trois dans les boîtes était né vivant. Cela signifiait que la version selon laquelle ils n'auraient deep praise mais pris leur premier souffle était, dans les trois cas, un mensonge. Le deuxième élément, l'état physique des quatre retrouvés vivants. Les rapports médicaux de l'hôpital dressaient un portrait monstrueux d'années de négligence, un épuisement extrême au bord de la famine, une déshydratation sévère, de nombreuses infections, un retard de développement profond. Les plus jeunes ne parlaient même pas, alors qu'ils auraient dû le faire depuis longtemps. Les plus âgés ne savaient pas lire et comprenaient à peine le monde qui les entourait. Une absence totale de compétences sociales et de compréhension des choses les plus simples que n'importe quel enfant de leur âge connaît. Ces quatre-là ont survécu à cet enfer, mais de justesse. Ils oscillaient sur la fine frontière entre la vie et l'extinction, et seule l'intervention des voisins et de la police les a sauvés du sort qu'ont connu ceux qui se sont retrouvés dans le placard. Les procureurs s'en servirent comme d'un argument incontestable. Si Erica Murray traitait si monstrueusement ceux qu'elle avait formellement laissés en vie, comment traitait-elle ceux dont elle avait décidé de cacher l'existence dès le début? Si les survivants avaient été réduits à cet état, avec un minimum de soins, que s'était-il réellement passé avec ceux dont elle ne s'occupait pas du tout? C'était une chaîne logique qui menait à une conclusion inévitable. Erica avait créé des conditions où la survie n'était qu'une question de hasard. Certains ont survécu par hasard, d'autres, par hasard, non. Et cette absence de soins n'était pas une erreur, mais un système conscient. Le troisième élément, Erica elle-même et son comportement effrayant. Des années d'isolement total du monde, le refus catégorique de toute aide médicale, la dissimulation de sa grossesse même à son compagnon, Raymond Rivera, qui vivait dans la même maison, la dissimulation du fait même de l'apparition de nouvelles vies, et ensuite la dissimulation du fait que ces vies s'étaient soudainement arrêtées. Erica n'a pas appelé d'ambulance quand elle a réalisé que l'un d'eux ne respirait plus. Elle n'a pas appelé la police. Elle ne s'est pas tournée vers sa famille. Elle a simplement pris une boîte en carton, y a placé ce qui restait, l'a scellée avec du ruban adhésif et l'a poussée au fond du placard. Et ensuite, Erica a continué à vivre dans la même chambre, à dormir sur le même matelas sale, à passer chaque jour devant ce même placard, mois après mois, année après année. C'était le comportement d'une personne qui cache froidement les traces d'un crime, pas d'une mère ayant vécu une tragédie et ne sachant pas comment y faire face. Une personne dans le chagrin cherche du soutien. Une personne dans la panique commet des erreurs, mais tente ensuite de les réparer. Erica n'a fait ni l'un ni l'autre. Elle a simplement caché et oublié, ou a fait semblant d'oublier, les rayons à jamais de la réalité. Le quatrième élément, ses propres dépositions enregistrées. Les procureurs revenaient sans cesse sur les enregistrements des interrogatoires, écoutant chaque intonation et chaque formulation d'Erica. Elle ne parlait pas comme une mère ayant subi une perte insupportable. Elle ne parlait pas comme une personne égarée dans les labyrinthes de son propre esprit. Murray témoignait comme un sujet ayant commis quelque chose de répréhensible et tentant maintenant de réduire au minimum sa zone de responsabilité. Lors de l'un des interrogatoires les plus difficiles, quand l'enquêteur lui a demandé directement pourquoi elle avait décidé de placer ce qui restait dans une boîte au lieu d'appeler les secours, Erica a répondu avec une simplicité effrayante. Elle l'avait fait parce qu'elle l'avait fait. Elle ne pouvait ou ne voulait pas expliquer les raisons. C'est arrivé comme ça. Cette phrase est devenue centrale pour la position de l'accusation, non pas parce qu'elle prouvait directement l'intention, mais parce qu'elle démontrait une aliénation absolue, glaçante, par rapport à ses actes. Erica parlait de la dissimulation de sa propre progéniture comme les gens parlent d'un déchet ménager jeté par inutilité. Sans une ombre d'émotion, sans réflexion douloureuse, sans le moindre signe que l'ampleur de la catastrophe soit parvenue à sa conscience. Les procureurs utilisèrent habilement ce calme glacial contre la ligne de défense. Si Erica était dans un état de paralysie et de choc, d'où lui venait la capacité de décrire ses actions de manière si cohérente et sèche? D'où venait ce détachement effrayant qui déconcertait même les détectives les plus endurcis? La défense rétorquait « C'est précisément là la quintessence de la dissociation ». Erica s'était totalement coupée de ses émotions parce que son psychisme blessé ne pouvait supporter la vérité de ses actes. Son calme n'est pas le signe d'un monstre au sang-froid, mais le mécanisme de défense d'une personnalité profondément traumatisée. Cette dispute entre psychiatres et juristes dura des semaines.
Les deux parties s'inondaient mutuellement d'études, de références à des précédents judiciaires et de citations de littérature médicale. Mais en fin de compte, le sort d'Erica Murray ne devait pas être tranché par des gens en blouse blanche, mais par 12 jurés ordinaires. Des gens ordinaires qui allaient se devoir plonger leur regard dans les yeux vides de la femme de Blackstone et décider qui elle était vraiment, un criminel de sang-froid ou la victime tragique de son propre esprit dévasté. Et pendant que les avocats et les procureurs affinaient leur éloquence avant les futures batailles judiciaires, l'enquête entamait sa dernière ligne droite. Ils devaient achever la dernière étape, la plus sombre, du travail. Une reconstitution complète, minute par minute, des événements. Les détectives devaient restaurer la chronologie de nombreuses années de vie dans la « maison de l'horreur » de St. Paul Street, du moment de la première grossesse cachée jusqu'à la dernière boîte poussée au fond du placard. C'était le chemin depuis l'image d'une femme ordinaire et tranquille jusqu'à l'être qu'Erica était devenue au cours de ses années de réclusion. La vérité était cachée sous des montagnes de détritus et l'enquête était déterminée à l'extraire à la lumière. Les enquêteurs ont enfin rassemblé tous les fragments de ce puzzle monstrueux. Devant eux gisait le témoignage du fils aîné, les aveux confus d'Erica elle-même, les résultats d'expertises complexes et des centaines de photographies immortalisant le chaos à l'intérieur de la maison. Il fallait maintenant, à partir de ces lambeaux, reconstituer une chronologie cohérente, comprendre à quoi ressemblait réellement la vie quotidienne derrière les portes closes de la maison de St. Paul Street. L'enquête devait appréhender non pas des éclairs isolés de folie, mais l'intégralité de ce cauchemar persistant sur plusieurs années. Le tableau qui se dessinait au cours de cette reconstitution était plus effrayant que n'importe quel thriller. Au cinéma, il y a généralement un méchant clairement défini, une victime et un moment culminant après lequel tout change. Mais ici, il n'y avait rien de tel. Il s'agissait d'une immersion lente dans l'abîme, étalée sur de nombreuses années, sans rebondissement dramatique, sans prise de conscience soudaine et sans la moindre tentative de s'arrêter. C'était un processus de décomposition qui se déroulait dans un silence total, caché derrière les rideaux ordinaires d'une maison ordinaire. Tout a commencé vers 2001. Erica et Raymond venaient d'emménager ensemble, et leur maison était alors tout à fait banale, propre et sans particularité. Erica est tombée enceinte presque immédiatement. Le premier des 7 est né en 2002, ce même garçon qui, bien des années plus tard, deviendrait les yeux et les oreilles de l'enquête dans cette maison. Durant ces premières années, Erica assumait encore ses responsabilités ou, du moins, faisait très bien semblant de les assumer. Mais déjà à cette époque, les graines qui transformeraient plus tard sa vie en catastrophe commençaient à germer en elle. Elle sortait de moins en moins, communiquait de moins en moins avec les voisins et la famille, passait de plus en plus de temps entre 4 murs parmi des objets qui commençaient progressivement à envahir l'espace vital. Une deuxième grossesse, puis une troisième. Les détritus s'accumulaient dans les pièces, des couches de poussière et de saleté se superposaient. Mais Erica continuait de fonctionner à un niveau minimal, presque automatique. Les aînés grandissaient, les plus jeunes naissaient, et la vie de la famille suivait son cours étrange et isolé. Le tournant, selon l'enquête, se produisit vers 2006. Erica était à nouveau enceinte. Raymond, à cette époque, avait déjà pratiquement emménagé au sous-sol. Leur relation s'était définitivement dégradée, et ils préféraient rester aussi loin que possible de ce que devenait leur quotidien. Erica se retrouva de fait seule, avec de jeunes enfants sur les bras et une nouvelle grossesse dont elle ne voulait pas. Tout se passa comme les fois précédentes. À la maison, seule, sans médecin, ni aucun soutien. La femme resta simplement dans la chambre parmi les amoncellements d'objets et attendit la fin du processus, mais cette fois-ci, cela se termina différemment. Un nouvel être vint au monde, mais n'émit aucun son. Il ne respira pas et ne donna aucun signe de vie. Erica le regardait, mais dans sa conscience, aucune pensée de secours ne surgit. Elle ne cria pas, n'appela pas Raymond, ne composa pas le numéro des urgences. Elle prit simplement ce qu'elle avait sous la main, une boîte en carton ordinaire, et y cacha son secret. Du ruban adhésif aida à sceller ce secret, et le paquet fut envoyé au fond du placard mural. Et Erica retourna simplement à sa vie ordinaire, comme si de rien n'était. L'enquête supposait que c'était le premier cas, le premier secret qu'elle cachait non seulement au monde, mais aussi à elle-même. 2 ans plus tard, vers 2008, l'histoire se répéta. Une autre grossesse cachée, une autre fois seule parmi les détritus et un autre qui ne survécut pas. Le deuxième paquet prit sa place dans le même placard, à côté du premier. Pour Erica, c'était devenu une sorte de solution mécanique au problème. Si quelque chose n'allait pas,
elle l'enlevait simplement de sa vue, le scellant dans du carton. Ce n'était pas un accès de rage, c'était une action domestique froide qui lui permettait de continuer à exister sans rien changer à sa vie. Le troisième cas se produisit vers 2011 et il différait fondamentalement des précédents. Selon les dires d'Erika elle-même, ce petit être vécut plusieurs jours. Il respirait, bougeait et émettait une faible voix. Le fils aîné confirma plus tard cela à l'enquête. Il se souvenait distinctement des pleurs qui, pendant plusieurs jours, s'élevèrent de la chambre de sa mère avant de cesser soudainement. Ce qui s'est passé exactement durant ces jours dans la chambre étouffante et encombrée est resté un mystère. Erika disait ne pas se souvenir des détails, que tout était comme dans un brouillard épais. Mais le résultat fut le même. Un troisième paquet scellé rejoignit l'étagère du placard avec les autres. Ils étaient désormais 3, cachés derrière la porte devant laquelle elle passait des dizaines de fois par jour. Et pendant tout ce temps, entre 2006 et 2014, d'autres continuaient de vivre dans la maison. Ces 4-là, qui seraient plus tard retrouvés vivants dans cet enfer. Ils grandissaient parmi les restes de nourriture en décomposition et les insectes. Ils jouaient dans des pièces où il était impossible de respirer. Et chaque jour, ils passaient devant ce même placard où était conservé ce qui restait de leurs frères ou sœurs. Ils entendaient des bruits la nuit, voyaient de nouvelles personnes apparaître soudainement dans la maison, et comment certaines d'entre elles disparaissaient tout aussi soudainement. Le fils aîné racontait aux enquêteurs qu'il percevait tout cela comme une norme absolue. Il ne connaissait tout simplement pas d'autre vie. Pour lui, il était naturel qu'il fasse toujours sombre et sale dans la maison, que la nourriture apparaisse de manière irrégulière, et que sa mère crie parfois la nuit dans sa chambre. Il ne comprenait pas que derrière la porte du placard se cachait quelque chose d'indicible. Il ne réalisait même pas que sa propre existence n'était pas une vie humaine normale, mais une lente extinction dans des conditions que personne ne devrait avoir à supporter. La reconstitution menée par l'enquête a montré l'essentiel. Ce n'était pas un crime unique commis dans un accès de folie. C'était un long processus de décomposition sur plusieurs années. Décomposition du psychisme de la mère, décomposition de la maison et de l'essence humaine elle-même. Dans cet espace, la vie et son absence cohabitaient côte à côte dans une banalité absolue. La saleté recouvrait tout, et ceux qui respiraient encore, et ceux qui avaient cessé de respirer depuis de nombreuses années. Erika Murray continuait de fonctionner à un niveau primitif, animal, ayant définitivement effacé dans sa conscience les frontières entre la norme et le cauchemar. L'enquête a achevé la reconstitution fin novembre 2014. Le tableau complet était prêt et il était si atroce dans sa simplicité qu'il a choqué même les détectives expérimentés. Ils avaient des dates, des motifs et une compréhension de la manière dont fonctionnait ce terrible système de dissimulation. Il ne restait plus qu'une dernière chose, présenter tous ces faits au tribunal et attendre le verdict qui mettrait un point final à cette histoire. Le procès d'Erika Murray a débuté en juin 2019. Près de 5 ans ont été nécessaires à sa préparation, expertise interminable, interrogatoires et audiences sur des questions de procédure. L'affaire était sans précédent, et les deux parties se préparaient à une bataille juridique décisive. Le bureau du procureur a porté des accusations sous plusieurs chefs, le principal étant l'homicide au second degré pour 3 épisodes. Erika était également accusée de mauvais traitements envers les survivants et de dissimulation intentionnelle de cadavres dans des conditions insalubres. La défense a construit sa ligne sur 2 arguments. Le premier concernait l'état mental d'Erika. Les avocats insistaient sur le fait qu'elle était profondément malade et qu'elle avait besoin de soins, pas de prison. Le deuxième argument était technique. L'absence de preuves directes que les enfants trouvés dans les boîtes étaient nés vivants. C'était la question clé. Selon la loi, sans le fait irréfutable d'un premier souffle, l'accusation d'homicide est impossible et la médecine, en raison de l'état des restes, n'a jamais pu donner de réponse catégorique. Le procès a duré plusieurs semaines. La juge Doris Carter Morrison a examiné l'affaire seule, sans jury. Des photos de la maison ont été projetées dans la salle et les enregistrements des interrogatoires d'Erika ont été diffusés, où sa voix monotone décrivait les événements sans l'ombre d'une émotion. Les procureurs s'appuyaient sur un ensemble de preuves indirectes. Le témoignage du fils aîné concernant les pleurs et l'aveu d'Erika elle-même, selon lequel l'un des enfants trouvés dans les boîtes avait vécu plusieurs jours. La défense rétorquait que les souvenirs d'un adolescent traumatisé n'étaient pas fiables et que les paroles de l'accusé n'étaient que le résultat d'une désorientation mentale. Après plusieurs jours de délibération, la juge a rendu son verdict. Pour les chefs d'accusation les plus graves, les homicides, Erika Murray a été acquittée.
Le tribunal a conclu que l'accusation n'avait pas fourni de preuves scientifiques suffisantes pour démontrer que les enfants trouvés dans les boîtes étaient nés vivants. Mais pour les autres chefs, mauvais traitement envers les survivants, mise en danger de leur vie et dissimulation de restes, le verdict fut de culpabilité. La juge a prononcé une peine allant de 6 à 8 ans de prison. En tenant compte du temps passé en détention provisoire depuis 2014, la peine touchait pratiquement à sa fin. En 2021, Erika Murray a recouvré la liberté dans le cadre d'une libération conditionnelle. 7 ans derrière les barreaux, tel fut le bilan pour de nombreuses années de cauchemars cachés, pour les boîtes trouvées dans le placard et pour 4 petits êtres mutilés ayant failli périr sous des monceaux d'ordures. La société a jugé ce dénouement injuste, mais dans le système judiciaire, la loi reste la loi. Sans preuve médicale irréfutable, il est impossible de prouver l'acte le plus terrible. Erika Murray a reçu exactement ce que le bureau du procureur a pu confirmer dans le cadre des règles. Son histoire est restée dans les archives comme l'un des témoignages les plus effrayants de l'abîme où peut mener l'indifférence humaine, cachée derrière la porte d'une maison ordinaire. La maison de St. Paul Street ne resta pas debout longtemps après que la police eut terminé son travail. Les services sanitaires l'ont déclarée menace biologique. Le niveau de contamination était tel qu'une restauration n'avait aucun sens. Fin 2014, le bâtiment fut démoli. Les bulldozers ont rasé l'endroit où, durant de nombreuses années, s'était déroulé un cauchemar à l'abri des regards. Aujourd'hui, ce terrain est un terrain vague, ordinaire. Les voisins s'efforcent de ne pas regarder dans cette direction, et ceux qui se souviennent de ces événements préfèrent ne pas les évoquer. Les 4 survivants ont été immédiatement placés sous la tutelle de l'État. Leur sort ultérieur est protégé par les lois sur la confidentialité. Et c'est la seule décision juste. Ils méritent une chance de mener une vie normale, loin des caméras. On sait seulement qu'après une longue rééducation, tous les 4 ont été placés dans des familles d'accueil sous de nouveaux noms. Raymond Rivera a reçu une peine avec sursis et a totalement disparu de l'espace public. On ignore où il se trouve actuellement et comment sa vie s'est déroulée après le procès. Cette affaire est devenue un précédent douloureux pour l'État du Massachusetts. Elle a soulevé des questions sur la manière dont la société parvient à ignorer les signaux de détresse. Comment des voisins peuvent vivre pendant des années à côté d'un enfer sans rien remarquer? Comment les services sociaux ne voient pas ceux qui ont désespérément besoin d'aide? Et comment les troubles mentaux restent sans attention jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Erika Murray est sortie de prison en 2021. Elle s'est simplement fondue dans la foule, et son nom a disparu des nouvelles aussi silencieusement qu'elle-même avait autrefois disparu de la vie sociale en s'enfermant dans sa chambre. Mais l'histoire de la maison de St. Paul Street est restée, comme un rappel amer que parfois, le plus terrible ne se produit pas dans les ruelles sombres, mais derrière les portes closes de maisons ordinaires dans des banlieues tranquilles, là où tout le monde est convaincu de connaître ses voisins, et où le silence derrière le mur semble être un signe de paix, mais peut en réalité cacher un véritable abîme.